Bien, chers collègues, je propose que nous débutions nos travaux. Je vais faire la séance du Conseil municipal du 17 mai ouverte. Je salue les collègues élus et puis salue le public nombreux qui nous allons partager nos joutes, nos débats et nos délibérations, car définir tout ça est sanctionné par le vote de délibération. Et j'ai comme une petite idée qu'il y aura des questions en fin de séance sur des enjeux énergétiques. Mais nous verrons à ce moment-là. Vous aurez, comme c'est une tradition à Wolfenil, de longue date, la parole après la clôture de cette séance vous sera donnée. Je précise juste pour le conseil municipal que l'ordre du jour connaît une simple modification avec le rajout d'une délibération dite 11-10, touchant à une modification concernant une délibération que vous avez adoptée sur les congés dits bonifiés et qui est rendue nécessaire au regard du prestataire qui a été choisi et qui n'accepte pas ce qu'on appelle les mandats. Voilà, donc nous aurons la peine de revenir. Désolé de rajouter hors délai cette délibération à l'ordre du jour. Je donne lecture maintenant des pouvoirs. Donc Madame Baranès donne le pouvoir à Monsieur Bordeaux. Monsieur Dussidour donne le pouvoir à Monsieur Pratola. Madame Aberkan-Jounani donne le pouvoir à Monsieur Vanstenbroek. Enfin, Monsieur Dominique Gastrin donne le pouvoir à Monsieur de Mérignac. Le quorum est constitué. Nous allons pouvoir ouvrir nos débats. Il appartient d'abord de proposer la désignation d'un secrétaire de séance. Et on me dit que M. Martial de Bob serait enclin à être secrétaire de séance. Je vois qu'il est enthousiaste à l'idée de le faire. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? Martial, tu fais l'unanimité. Je t'en remercie par avance. Approbation donc du procès-verbal du conseil municipal du 29 mars 2018. Y a-t-il des questions? Je mets donc en voix. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Troisième délibération touchant aux décisions dites du maire, pour indiquer que j'ai signé un bail précaire pour un logement qui est un logement d'urgence à l'école Gaston Dumont, et enfin d'informer, comme nous l'avions évoqué ici au moment de nos débats budgétaires, l'aboutissement de nos négociations sur un contrat de prêt, donc pour un montant d'1 million d'euros pour l'exercice 2018, avec le crédit mutuel, voilà, dans des conditions. Je veux à ce titre féliciter notre adjoint aux finances, ainsi que la directrice générale et la directrice des finances pour cette excellente négociation d'un taux très favorable pour la commune. Nous profitons encore de taux bas et avec une inflation qui est aussi basse, mais voilà, en tout cas, les conditions sont bonnes pour la ville. Donc je mets aux voix, sauf s'il y a des questions concernant ces deux décisions dites du maire. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie pour cette marque de confiance. Je donne à présent la parole à M. Malmassari pour une abrogation partielle d'une précédente délibération concernant la FCPE 77. Merci M. le maire. Donc, il s'agit d'une abrogation partielle d'une délibération 043 de 2018. En fait, c'est une subvention de 80 € qui devait être versée à la FCPE et il y a eu un changement de rythme, donc le rythme ne correspondait pas. Donc en fait, on annule la délibération qui attribuait 80 € à la FCPE 77 pour la remplacer par l'association CDP 77 1P46 Montpellier primaire, qui est la même chose, simplement que le rythme ne correspondait pas. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Effectivement, on vous promet que l'année prochaine, on ne reconduira pas l'erreur. On s'est joué sur 80 €, mais M. Contala, vous avez raison de nous tirer l'oreille. On a fait la même bourde l'année dernière. Voilà. Exact. Donc à 3, j'offrirai le champagne à toute l'Assemblée. Voilà. On ne se trompe pas. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie.
Monsieur Manassari, toujours pour une subvention au club d'éducation canine que nous n'avions pas intégrée dans la précédente séance du conseil municipal qui attribuait l'ensemble des subventions. Vous avez la parole. Oui, donc il s'agit d'attribuer une subvention de 100 € au club d'éducation canine de Volpénil. Le montant de subvention figure au budget. De 100 € inscrit au budget, y a-t-il 100 des... 100 €, oui. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je l'avais donc envoyé. Y a-t-il des voix contre, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Monsieur Bonne-Massari, toujours, pour une convention spéciale suite à la dégradation supportée par le groupe communal. C'est exact, vous savez donc qu'on a refait la rue de la Flotte entièrement. Et donc en bas de la rue de la Flotte, il y a l'OPH 77 qui a construit 11 logements, je crois. Et ils ont retenu que les travaux de la construction des logements sociaux contribuaient à la détérioration anormale d'une partie de la rue de la Flotte. Tu dis comment le dé... Et donc, constatant ce fait, il nous verse une subvention de 50 000 €. Qui couvre à peu près 30% de la affection de la rue de la Flotte. Qui n'est pas complètement finalisé, hein, chacun l'aura vu. La bonne nouvelle étant, merci Madame Moreau, que les travaux ont repris et que si tout va bien, les logements seront enfin livrés au plus tard à la mi-juillet, je pense, au mois de couvert. Y a-t-il des questions concernant cette bonne négociation, cette bonne nouvelle? Il n'y en a pas, donc je veux ici publiquement saluer le travail de Madame Moreau dans la négociation qu'elle a conduite avec l'Office HLM et qui nous a rapporté donc le montant de 50 000 € lorsque nous avons rencontré le nouveau directeur. Je vais le dire ici publiquement. Pour 50 000, qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je préférais plus. Bon, je tolère les commentaires, mais sachez, chère madame, qu'il ne faut pas intervenir pendant le conseil, sinon je vais être obligé de vous rabrouer en public, ce que je ne ferai pas. Mais en tout cas, nous suivons votre conseil, madame, pour essayer d'obtenir plus l'année prochaine, mais en tout cas, voilà, rappelons que nous avons requalifié enfin cette fameuse rue de la Flotte qui était quand même dans un état plus que déplorable. Donc c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Je donne à présent la parole à monsieur Henri Reyes concernant la cession d'une parcelle 6 rue de la Brouette. Oui. Donc la commune souhaite valoriser une parcelle en friche située rue de la Brouette, d'une superficie de 4500 m². Si on passe, voilà, vous allez voir où ça se trouve, vous avez le terrain de boule et la parcelle est juste au-dessus, elle est contiguë aux pavillons qui sont construits dans rue de la Brouette, et je ne sais plus le nom de la petite ruelle. C'est au début au rond-point de la Buissonnière. Vous situez tous. C'est une friche, c'est-à-dire qu'il y a quelques arbustes qui ont poussé un peu comme ça de façon sauvage, on entretient quand même, et un petit chemin. Donc ça représente 4500 m², et le projet consistera donc à construire des pavillons d'habitation qui devraient prendre en compte une insertion harmonieuse de qualité dans le tissu urbain pavillonnaire existant. Ça va être des grands critères. Une attention donc particulière sera apportée à l'insertion urbaine et paysagère. On propose de lancer donc un appel à projet en vue de valoriser ce terrain. Les critères seront donc le prix et la qualité globale du projet. On demandera d'ailleurs de fournir, en plus du prix, de fournir un plan masse au moins en 2/100 pour qu'on puisse juger de la qualité. Et la seule restriction, c'est des pavillons d'habitation. Le conseil le conseil délibérera ultérieurement sur les conditions d'aval lorsqu'on saura qui aura la meilleure offre et qu'on sera d'accord pour le faire. À ce moment-là, on prendra les décisions, savoir des classements, le classique, des affectations et l'attribution du lot à une personne, en acheteur. Le projet sera examiné par une commission ad hoc, qui sera constituée des éléments de la commission d'achat et des personnels de l'urbanisme. Moi je fais partie des deux, donc ma voix sera double. Je suis censé d'influencer les collègues. Qu'est-ce qui reste? Voilà, donc je vous répète, donc, le choix de l'offre, c'est le prix proposé et la qualité globale du projet.
Par contre, la mairie elle a quand même le droit d'interrompre cette vente, de la suspendre, ou même carrément de la journée, si on décide d'un coup de ne plus jamais. Quelle que soit la raison. Donc on est sans avoir donné d'indemnité, quelle que soit, à qui que ce soit. Donc vous avez dans la, je ne vais pas tout reprendre, mais vous avez dans la délibération tout ce que je vous ai dit qui est repris avec des termes bien plus précis que ce que je peux vous dire, et qui termine donc par la vente sera reçue par le notaire futur et qui seront à sa charge. Ça c'est important. Voilà, je termine. Merci M. Reyes. Y a-t-il des questions concernant donc ce projet de cession d'une parcelle en vue de réalisation de quelques pavillons, 5 à 6, on ne se plus la parcelle, c'est ce qu'on peut espérer. Des questions? Non, il n'y en a pas. Donc voilà, donc que chacun ici au conseil municipal, pour les non-avertis, comprenne, une commission ad hoc, c'est en fait des représentants du conseil municipal où sont représentés bien évidemment les membres de l'opposition pour que les choses se fassent en toute transparence. Hein. Dans la commission achat, voilà. On y est tous. Hein, absolument. On est tous et très présents. Des choses. De façon bien. Effectivement. Je mets donc aux voix cette cession d'une parcelle d'un terrain communal. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Reyes, comme votre voix nous est douce, nous souhaiterions à présent que vous puissiez nous parler de la révision dite allégée, comme vous, du numéro 1 du plan local d'urbanisme. Oui. Donc nous arrivons dans l'étape, la dernière étape, c'est les Champs-Élysées. Je vous rappelle le calendrier, c'est quelque chose d'assez lourd quand même, une révision. Même si elle est allégée, croyez-moi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc le 26 janvier 2017, on avait fait une déclaration d'intention de cette modification. Oui, ça date de plus d'un an. Le 18 octobre, il y a eu la réunion publique où les gens ont posé des questions, on leur a expliqué en long, en large et en travers en quoi consistait la révision du PLU. On a répondu aux questions. Ils étaient assez nombreux, moi j'étais assez surpris. Les gens étaient surtout intéressés par la compensation qu'on avait donnée. Vous allez voir, on va comprendre plus tard ce que c'est. Ensuite, nous avons reçu des PPA, ce sont le personnel associé. Ils étaient 17 convoqués. Et de mémoire, ils ont été 5 ou 6 à venir. Il y avait la CAMS, il y avait la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers. Donc là, c'est pareil, ils ont posé des questions, on a répondu. Et les gens étaient plutôt attachés, effectivement, à la compensation, savoir qu'est-ce qu'on donnait comme compensation par rapport à ce déclassement. Ensuite, on a fait une publicité dans tous les journaux bien connus. Je ne cite pas ceux que je vous cite habituellement. Bon. La publicité s'est faite aussi sur le reflet, sur les tableaux de Volpelli, les tableaux lumineux, etc. Et donc on a lancé une enquête publique pendant un mois. Un commissaire enquêteur est venu 3 fois en mairie. Il n'a vu personne en fait. Hein. Et nous avons eu, c'est la première fois, nous n'avons eu aucune remarque. Hein. Très souvent on sait que plus de la moitié des remarques qui étaient faites sur le cahier de consultation n'avaient rien à voir avec la modification. Donc, ici, on n'en a pas vu. Et donc, le commissaire enquêteur, le 9 mai, a rendu son rapport définitif, dans lequel il a accepté. Donc, je l'ai là, je peux juste voilà, la conclusion. Il a donné un avis favorable à la révision numéro 1 et il nous préconisait d'inclure les documents d'urbanisme dans les documents d'urbanisme, la réglementation établie par le Centre régional de la propriété forestière d'Île-de-France et le Centre des EBC. Il veut qu'en fait on rajoute dans le PLU, on va dire, allez, pour simplifier, le mode d'emploi des espaces classés. Bon, c'est très très administratif. Quand on a eu une page déjà, on s'est endormi pratiquement. Et ensuite, il voulait qu'on précise bien sur le plan de zonage la délimitation de l'UBC levé par rapport à la surface totale de la parcelle du terre de forêt. Donc ça vous verrez, si vous allez voir sur les, on va continuer, vous allez voir sur les plans. Je peux tourner un petit peu. Suivant, j'ai oublié mon laser, je suis désolé, ça fout mal. Voilà. Alors, vous voyez où ça se passe.
Ça, c'était la délibération du 26 janvier 2017 dans laquelle on expliquait qu'on allait faire une modification, une révision du PLU. Donc vous voyez, c'est le tertre choisi, c'est la partie verte juste sous EGV. C'est cette partie, 7 mm². Voilà. Ça, c'est un bois classé. On va peut-être préciser que c'est là où vous savez, il y a Brico Dépôt. Voilà, Brico Dépôt juste à gauche, sur l'UXD, Brico Dépôt. Non, ça c'est la logistique. Ah, c'est logistique. C'est la logistique. Brico Dépôt est de l'autre côté de la route. À gauche. Ah, ok. Ah oui, d'accord, parce que là, voilà, là vous avez la logistique, quand on arrive de la départementale, vous avez un petit chemin. Voilà. Et puis là, vous avez Méca. On a le rond-point de Brico Dépôt. Ah oui, puis il y a le château d'eau. Oui, c'est moi qui j'avais mon mot laser, ça c'est UGV, c'est les gens de voyage, hein, c'est la zone des gens de voyage. On a le château d'eau et on a aussi un petit moulin, un vieux moulin, ouais, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est très joli, qui est juste au-dessus des gens de voyage, hein, juste à côté. Donc lui, il ne sera pas concerné par donc, si on vend le terrain, il ne sera pas concerné, on va garder on pourrait très bien le réhabiliter, pourquoi pas. Hein. Actuellement, il est exploité par quelqu'un très charmant. Il prétend avoir les titres de propriété, mais il ne les a jamais montrés. Mais en attendant, il entretient le moulin, et ça c'est très bien. Non, mais franchement, il faut aller voir. Il est très sympathique, et ça ne coûte rien. Hein. On peut prendre la suivante. Voilà la surface concernée, pas la jaune. Hein. La jaune, ça ne nous appartient pas. Donc nous, c'est la partie verte et la partie au-dessus. De par l'altimétrie, vous avez vu la parcelle verte et bleue, de par l'altimétrie de ce terrain, il existe ici une espèce de zone de rétention d'eau pluviale lors de gros orages. Ça voudrait dire que si on construisait un parking ou on construisait quelque chose là-dessus, il faudrait totalement tenir compte, à savoir drainer avec des gros tuyaux, de façon à ce que ça puisse faire office ça se passe une inondation. Hein. Mais bon, c'est pas... Moi je l'ai jamais vu, enfin je le passe tous les jours, mais franchement, il ne pleut jamais en Seine-et-Marne, c'est bon. Voilà, j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit, c'est trop loin, je suis désolé. Les lunettes toutes presque même. Donc vous voyez une strate végétale à dominante arbusive, une strate végétale à dominante arborée, donc les arbustes, les arbres, et une strate végétale à dominante herbacée. Il y a de l'herbe. Quand on y passe devant, d'ailleurs, surtout en plein hiver, on est surpris de dire que c'est un bois classé. Bon, je rappelle pour la petite histoire qu'un bois classé n'est pas obligé d'avoir des arbres. Hein. Une simple toundra peut être un bois classé. Je crois que c'est comme ça aussi. Ça s'appelle un espace bois classé, voilà, EBC. C'est l'héritage du poste. Hein. On peut passer à la suite. Alors voilà, vous avez les deux vues, une vue du sud, quand vous êtes côté Brico Dépôt. Alors toute l'herbe, c'est pas chez nous, hein. Nous on a les arbres. Alors, le dessin a été fait volontairement quand il y a de la verdure, parce qu'il y a des moments, au mois de décembre, franchement il faut y aller, vous avez des bouts de bois tout morts avec mon herbe, qui ne ressemble à rien du tout. Et côté départemental, on voit le château d'eau, et c'est une petite butte, et c'est là qu'il y a un creux après dessous qui fait qu'il y a de l'eau qui peut rester éventuellement. Vous avez repéré? On continue. Alors voilà, on a fait quelques photos. Vous avez vu, voilà les fameux arbres qui appartiennent au bois classé. Ils sont malades, ils sont mal fichus, on va dire. C'est pas terrible. Ça représente 0,2% du massif. Alors, oui, on peut aller à la suite. Donc l'important dans la révision du PLU est de respecter le projet d'aménagement et de développement durable. En gros, c'est le plan, vous voyez, alors les verts, les bleus, c'est les cônes de vue, les couleurs écologiques, vous avez des traits en vert, le jaune, je ne me souviens plus. Bon. Qu'est-ce qu'il fallait à tout prix respecter pour être bien dans le cadre du PADD? C'était donc de respecter la constructibilité dans les zones agricoles, c'est-à-dire aucune, sauf éventuellement agrandissement de l'existant qui était obligatoire pour le travail de l'agriculture, pardon. Donc nous, on n'a pas touché, donc on n'a pas
on n'est pas allé à l'encontre du PADD. Étant densifier les massifs forestiers, donc, notamment les zones M, c'est ce qu'on a fait, vous verrez par la suite, c'est ce qu'on a fait. Et en gros, il fallait respecter aussi le corridor écologique qui est entre le bois de Massouris, c'est la grosse tache verte qui est en bas, et au-dessus, le verdâtre, un petit peu plus loin, c'est le parc du château de Vaux-le-Vicomte. Il y a une dualité entre les deux. Et les cônes bleus sont des cônes de vue, donc c'est à respecter aussi. Il ne faudrait pas planter une tour Eiffel au milieu, ou même l'Arc de Triomphe, ça ne marche pas, je crois. Il fallait aussi respecter la délimitation de la zone industrielle avec la frange urbaine. Ça, on n'a pas touché du tout, puisque la frange urbaine, vous avez. Bon, là, c'est dommage que j'ai pas. En gros, vous voyez les maisons, et au-dessus du rond jaune, vous avez les maisons. Donc la frange urbaine suit le bord droit, elle remonte un peu vers la gauche, et elle file tout droit vers la départementale de Montereau, qui est après Nagis. Voilà. Donc, comporter les 3 pôles commerciaux de Montpellier. Voilà, vous avez 3 pôles, si vous ne savez pas, c'est Carrefour Market, je fréquente beaucoup d'ailleurs, ça se voit. Intermarché, le deuxième pôle, et le troisième c'est les moustiers. Voilà, donc il ne fallait surtout pas casser ce pôle-là. Vous avez vu ce qu'on a fait, il n'y a rien à voir. Hein. Et bien sûr, essayer d'offrir des emplois adaptés au profit des habitants, c'est classique. C'est clair que si un commerce se crée là-dedans, par exemple, je prends un exemple, puisque c'est une zone à vocation totalement commerciale, puisque vous pouvez passer les 1000 mètres carrés, ça peut faire des emplois, pourquoi pas. Hein. Quand au Chandrail s'est créé, il y a eu des emplois qui ont été de même que des trous, je crois, qu'ils ont embauché. Voilà, et par la même, bien définir les franges de la zone industrielle. Donc, de la même manière qu'on a limité, on a bien respecté la zone de la frange urbaine, on respecte aussi la frange industrielle. Voilà pour le PADD que nous avons respecté à la lettre. On peut faire la suite. Donc, vous voyez, ça c'est une vue générale de la commune de Vaux-le-Pénil. La partie qu'on va déclasser, c'est tout à fait en haut. Juste la partie verte sous la zone bleue qui est en dehors de la commune. Et l'autre, c'est beaucoup plus bas, là où se trouve le bassin de rétention. Vous voyez? Je fais un effort, je me lève. C'est une pierre qui va, il va d'ici. C'est ici, vous voyez, le bassin de rétention est là, et la zone qu'on va reclasser est là. Mais maintenant, j'ai fait des diapos plus grandes. Ben oui, parce que là, c'est le problème, et moi, je vois pas. Alors, voilà. Donc, la zone, vous avez avant-après, hein, comme pour les régimes, hein, c'est pareil, avant-après, ne laisse pas parler. Il déconne. Je peux parler plus fort. Hein. Bon, j'en ai deux. Bon. Ah, il faut que je mette en route. Merci. Bon, alors, vous avez donc avant-après, vous avez donc la petite partie verte, c'est un 7000 m². Et puis, une fois qu'on a déboîté, ben, il n'y a plus rien, c'est toujours de l'UXD. C'est-à-dire qu'en plus des contraintes de la zone industrielle, on a quelques avantages de point de vue commercial. La suivante. Voilà, donc vous voyez, à gauche, vous avez l'existant. On devine le petit lac. Et à droite, vous avez tout ce qui a été requalifié le long de la Noue, hein, principalement rive gauche de la Noue, et même un peu au-delà, jusqu'au bois. Ça représente à peu près 6 hectares. Voilà. Donc on pourra éventuellement replanter des essences. Parce que bon, c'est déjà planté, mais bon, ça n'interdit pas d'en remettre. J'ai commencé à vous dire, effectivement, c'est qu'on avait eu quand même une étude spécifique de cette zone-là, pas celle qu'on a déclassée, pour savoir s'il n'existait pas soit des essences rares, soit des espèces protégées, comme les lions, des choses comme ça. Alors, ils n'en ont pas trouvé, je vous rassure. Je crois qu'ils ont trouvé, les seules choses qu'ils ont trouvées, c'était des mantes religieuses qui ne sont pas tout à fait. Voilà, c'est pas remarquable. Il y a des grenouilles qui sont beaucoup plus dangereuses que ça. Non, mais il y a des grenouilles qui rentrent dans un classement et qui foutent tout le temps, franchement. Bon, je crois que c'est fini, alors, la suite.
Donc vous avez vu ce qu'on replace. Hein. C'est une zone N. Il faut savoir, une zone N, c'est une zone naturelle, de verdure, bon. Et c'est pas aussi protégé qu'un espace classique. Hein. Oui. La suite, je sais pas. Je crois que c'est terminé, mon cher. Bon, voilà. On invente. Non, donc slide. question-réponse. Je fais ma réponse à toutes les questions. Avant de faire quelques commentaires, comme c'est de circonstance, y a-t-il des questions, chers collègues, concernant cette très belle présentation, matinée d'expertise et d'humour, c'est de tradition. Je vais juste préciser pour être complètement, et non pas compléter, enfin préciser, non, mais bien compléter les propos d'Henri sur la perspective du terme de Cherisy. D'abord rappeler, nous l'avons évoqué ici dans un précédent conseil municipal, ce qui était avant une emprise communale est désormais une zone d'activité communautaire. Donc nous sommes encore en responsabilité partielle de l'entretien des voiries, mais désormais c'est la communauté d'agglomération qui a hérité récemment encore, tout ça fait l'objet d'une négociation et juridique et financière. Mais désormais, elle est communautaire, il reste à la ville 2 parcelles qu'elle a décidé de céder pour complètement finaliser ce terme de Cherisy qui avait été initié il y a bien longtemps par les équipes précédentes avec discernement. Quelle est la perspective que nous avons en tête et les discussions que nous avons entamées sur ces un peu plus de 7000 m² auxquels s'ajoute un terrain connexe qui appartient à la ville de Melun d'un peu plus de 4000, c'est ça Henri? Et vous savez, qui se situe à l'angle de notre très beau moulin, dont je précise, dans la personne qui s'intéresse à ce projet, elle prendrait l'engagement de maintenir son entretien et surtout de maintenir et de le valoriser et de maintenir et respecter ceux qui, même sans titre et sans droit, ont fait le travail depuis des années. Parce que ce serait vraiment une grande injustice d'exclure la personne qui, depuis tant d'années, il a consacré une partie de ses loisirs. Donc nous y veillerons parce que d'abord, il est un peu le maître de séant, certes sans titre de droit, mais quand même. Donc, nous y veillerons. Et ensuite, c'est là où il y a l'ère d'accueil des gens du voyage qui, vous savez, sont désormais sédentaires 11 mois sur 12. Il reste ensuite, derrière le centre de logistique, entre l'usine d'incinération et le centre de logistique, encore là, environ 18 000 m², c'est ça, ou un peu plus, non, c'est sur la dernière parcelle qui reste à la ville, entre la logistique et... C'est pas plus de 30 000 m², qui sont un peu en clair. Avec M. Malmassari et M. Reyes, nous avons entamé une discussion avec le SMITOM, donc le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères. Donc vous savez qu'il a à la fois son usine, mais aussi sa plateforme de tri. Une discussion qui devrait aboutir, car nous en sommes aujourd'hui au temps de l'oralité, mais les notaires vont désormais se saisir, si nous adoptons ce soir la délibération, en vue de vendre au SMITOM ces 7000 m². Donc, certes, il peut y avoir une perspective commerciale ou industrielle, mais l'idée c'est plutôt d'étendre le service public, car le SMITOM anticipe de nouvelles responsabilités qui pourraient lui incomber en matière de tri des déchets. Vous savez que depuis le dispositif législatif et réglementaire, eh bien, il appartient aux collectivités locales de s'engager dans la voie du tri. Donc il y a cette perspective avec le SMITOM qui pourrait le conduire à transférer, peut-être nombre d'entre vous la connaissent, cette fameuse, ce point d'apport volontaire derrière lequel il y a un centre de tri qui pourrait se transférer, il pourrait, je parle au conditionnel, se transférer, mais aussi offrir une capacité de stationnement, car pour ceux qui sont déjà au SMITOM, c'est quand même assez mal fait, donc vous devez vous y rendre, enfin il y a une espèce de tournée à droite qui est juste impossible, et donc le SMITOM a besoin de stationnement autant pour ses salariés que pour ses visiteurs. C'est ça le projet, et l'idée du SMITOM, c'est d'acquérir autant cette parcelle communale que la parcelle de la ville de Melun, les discussions. Il reste ensuite, dans le haut d'Alut, 10 000 m², mais qui sont la propriété
on va dire, d'une personne privée, d'une personne morale privée, avec lesquelles le SMICTOM a engagé des négociations, et pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas abouti sur le prix. Pour l'heure, vous me pardonnerez de ne pas évoquer le prix de négociation, parce que je ne voudrais pas avancer ici publiquement un prix, d'autant qu'il y a une condition qui est fixée par la loi quand une personne morale publique vend un bien, c'est qu'elle doit obtenir une évaluation par l'État, qui doit fixer le minimum auquel on peut le vendre, et puis ensuite la négociation, si on est au-dessus, c'est tant mieux, mais vérifier voilà, qu'il n'y ait pas de suspicion concernant la réalité de cette valeur. Donc les choses sont bien engagées, on a vu tous les trois le président du SMICTOM il y a quelques semaines, Anselme qui nous représente au syndicat, le syndicat, en gros comme nous, l'équivalent du conseil municipal, a validé le principe d'une acquisition de ce terrain. Donc on va rentrer maintenant un peu dans le cœur de la négociation et nous espérons pouvoir signer un compromis de vente dans les prochaines semaines qui nous conduira à nouveau à délibérer en conseil municipal comme il se doit, et en espérant que d'ici la fin de l'année nous aurons vendu ce terrain pour préparer le budget 2019. Voilà, ce seront quelques petites noisettes utiles pour bâtir le budget 2019. Et voilà en l'état. Et de préciser que dans les discussions que nous avons vues avec le SMICTOM, l'avantage c'est que le président du SMICTOM est aussi conseiller départemental, nous avons évoqué un autre sujet que vous avez peut-être tous éprouvé lorsque vous sortez de Brico-Dépôt ou si vous allez au point d'apport volontaire, c'est un peu la dangerosité du stop de la départementale 605. Donc, ça fait plusieurs années que les élus de Volpellier essaient de convaincre le département en vain pour l'heure, mais on a un petit espoir, voire un secret espoir, que le département instruise avec bienveillance l'idée d'y réaliser un rond-point qui permettrait à la fois de sécuriser les sorties des véhicules lourds comme des particuliers. D'autant que vous avez une activité quand même soutenue du côté de Auchan-Drive, qui était un terrain que la ville avait vendu. Donc voilà, il y a un petit espoir qu'on puisse aboutir, et sans compter que ça freinerait une vitesse souvent insoutenable sur cette voie 605. On a écrit plusieurs fois au feu président du département, il y a en général peu d'accidents, mais quand il y en a, ils sont terribles. Ils sont souvent mortels. Donc ça permettrait là d'avoir un premier point de ralentissement, ce qui posera un jour une autre question sur le dimensionnement de l'autre carrefour, enfin en tout cas de l'autre rond-point, quand vous arrivez de Melun, qui, de notre modeste point de vue, est bien trop étroit au regard de l'activité de circulation, que ce soit pour desservir le parc d'activité de Volpellier, entrer dans Melun, ou bien rejoindre ce qu'on appelle la route de Montreux. Donc, je dirais que ce fait générateur qui est la cession de ce terrain, en plus qui va générer des économies, Anselme me le rappelait, c'est-à-dire que les charges d'entretien de cette zone, des espaces verts, nous n'aurons plus à le supporter une fois que nous aurons cédé l'ensemble de ces parcelles. Voilà en gros, je voulais juste compléter, mon cher Henri, les raisons pour lesquelles la ville s'engageait dans cette cession d'une parcelle. On a mis la carte pour que les gens puissent voir. Voilà, vous puissiez voir. Mais vous devinez, si vous y repassez, vous verrez, c'est lorsque vous arrivez au point d'apport volontaire sur la droite, en redescendant, c'est les terrains qui sont sur la gauche, qui vont jusqu'à l'angle, qui mènent sur le rond-point, derrière en fait Auchan-Drive. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix cette révision allégée du plan d'urbanisme. Y a-t-il des voix contre, des abstentions, à l'unanimité? Je vous remercie. Un syndicat qui nous est cher est dignement représenté une fois encore ce soir, c'est le SDESM, le syndicat départemental d'électrification de la Seine-et-Marne. Notre ami Michel Gard nous représente, et nous représente très bien, même rapporter de l'argent, il faut dire les choses, qui souhaite modifier ses statuts. Donc qui mieux que Madame Moreau pour nous parler de statut? Oui, donc effectivement, le SDES, on en a déjà parlé, puisqu'à chaque fois qu'il y a une commune qui veut adhérer en supplément, donc on est obligé de faire une délibération pour, disons, compléter la délibération du SDES. Alors, le SDES, bien évidemment, comme c'est un syndicat, c'est le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne,
à des statuts. Ils avaient été modifiés au moment où justement c'est devenu le SDESM parce qu'il y a eu des communes supplémentaires qui ont été prises en supplément, il y avait donc des choses à rajouter. Alors je vais vous faire une grâce du statut entier parce que sinon on n'est pas couché. Simplement j'ai une petite information quand même pour ceux que vraiment ça intéresse. Ces statuts sont sur le site internet et les modifications qui sont faites sont en rouge sur le site. Quoi. Les modifications sont en rouge. Alors par contre, il y a quelques petits points importants quand même que je vais vous donner. Alors, les points qui ont été donc ajoutés, c'est la possibilité aux EPCI, alors la communauté d'agglo est une EPCI, d'adhérer au SDESM, la possibilité au SDESM, lors des enfouissements de réseau, d'installer des infrastructures pour la vidéosurveillance, la possibilité de mettre à disposition des moyens humains aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles le SDESM est actionnaire, et la possibilité, lorsqu'une commune transfère au SDESM la compétence réseau de chaleur, de faire les études, la réalisation, la maîtrise d'ouvrage et éventuellement l'exploitation des réseaux de chaleur. Voilà, donc ça c'est les points les plus importants. Après, bon, c'est ce qui n'existait pas jusqu'à présent et qui a été donc modifié. Donc, on vous demande donc du fait que ça a été donc vu en délibération au niveau du SDESM, le SDESM a validé ses statuts et on demande à toutes les communes qui adhèrent au SDESM d'approuver ces modifications du statut. Alors, pour la délibération, simplement, c'est marqué 6 juin, je pense que là, on peut parler 6 juin parce que J'ai demandé le dossier. Mauvaise nouvelle pour vous, Madame Moreau, ils ont été joints. Oui. Donc c'est bien 6 juin. Ou on avait ça à la présente, ou ouvrez l'enveloppe si vous voulez. Enfin voilà, c'est écrit fait. Et certains conseillers ne les ont pas eu. Alors je fais. Donc il y a un schisme dans la majorité municipale. Non, mais écoutez, désolé, moi j'ai bien écouté à ceux qui n'ont pas reçu le présent qui m'excusent. Parce que moi, est-ce que nos amis de l'opposition les ont bien reçus? Voilà, donc c'est l'essentiel, mais ça les modifications sont en rouge. Bon, donc désolé pour. Et vous reconnaîtrez là, j'ai dit Madame Moreau qui est capable de vous vendre des. Très bien, y a-t-il des questions concernant donc, la délibération proposée par Madame Moreau? On la remercie, donc je mets au voie cette modification des statuts. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et je redonne la parole à M. Malmassari pour nous parler de la représentation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la décision de recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Derrière tous ces acronymes un peu barbares, un peu de pédagogie sera la bienvenue. Donc vous savez qu'à la fin de l'année, il y aura des élections des délégués des représentants du personnel. Et donc il s'agit pour la collectivité de fixer le nombre de représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, c'est le CHSCT. Et donc, considérant que l'effectif au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 256 agents. Donc, après avoir délibéré, on fixe à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 3 le nombre de représentants suppléants. Et on décide d'instituer le paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants du personnel titulaire et suppléant égal à celui des représentants de la collectivité, c'est-à-dire des élus. Donc décide que le recueil par le CHSCT de l'avis des représentants de la collectivité. Donc voilà, on vous demande d'approuver le nombre de 3 représentants du CHSCT au niveau du personnel. Y a-t-il des questions donc, concernant cette délibération que je mets au voie? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Il y a donc 4 abstentions, c'est ça. Merci à 4 abstentions. Sur cette délibération adoptée. 10, vous avez toujours la parole, M. Malmassari. La délibération numéro 10, c'est la même délibération, mais ça concerne le personnel du comité technique. Donc là, on fixe à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 5 le nombre de représentants suppléants. Et pareil, on maintient le paritarisme avec les représentants de la collectivité, c'est-à-dire qu'il y aura 5 représentants de la collectivité et 5 représentants du personnel. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Qui vote pour? Qui s'abstient? 4 abstentions. Y a-t-il des voix contre? Adopté, je vous remercie.
Monsieur Malmassari, puisque vous parlez si bien, parlez-nous de la modification du tableau des effectifs. La modification du tableau des effectifs. Alors, il s'agit de modifier le tableau des effectifs suite à la réussite du concours d'un agent qui a obtenu son concours de rédacteur à la première tentative. Donc, il nous fait modifier le tableau des effectifs, puisque donc on supprime un poste d'adjoint administratif territorial principal deuxième classe à temps complet. On le remplace par un poste de rédacteur territorial temps complet. Une promotion par concours, hein. C'est pas un examen, c'est un concours. C'est un objet de fierté pour nous tous. Y a-t-il des questions concernant ces propositions de modification du tableau des effectifs après réussite au concours? Je mets donc en voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 4 abstentions. Vous aurez dessus. Adopté. Je l'indiquais au début du conseil municipal, donc nous rajoutons une délibération concernant la prise en charge des congés bonifiés, M. Malmassari. Oui, donc avec la loi, je nous autorise à avoir des congés bonifiés pour notre personnel. Donc on avait délibéré le 15 février 2018 pour la prise en charge de congés bonifiés. Donc on avait choisi une agence qui a l'agence Scoop. Et en fin de compte, il s'avère que ce fournisseur n'accepte pas les mandats administratifs. Apparemment, il n'a pas confiance en sécurité, je ne sais pas. Donc pour le trésorier, il faut modifier. Donc il faut trouver une autre agence. C'est pour ça qu'on redélibère pour une autre agence. Et ce sera l'agence Nouvelle Frontière de Melun. Donc, par contre, c'est un changement d'agence, donc on est obligé de remodifier la délibération. Donc, on vous demande d'accepter cette prise en charge des congés bonifiés, qui avait déjà été voté donc en février, et donc on remodifie simplement parce qu'elle n'accepte pas les mandats administratifs. Vous pouvez nous avertir pour que nos concitoyens qui ont le plaisir de venir. Il s'agit, quand on parle de congés bonifiés, il s'agit du droit ouvert à nos citoyens originaires des territoires d'outre-mer, qui est un droit de prise en charge de leur déplacement, de transport des bagages. C'est un parti. Et là, ce sera à Fort-de-France. Je cherche à me faire inviter, mais ça n'a pas le jeu. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Eh bien, passé ce temps d'urbanisme, de finances et de ressources humaines, la séquence culture débute et je donne la parole à M. Henri de Mérignac sur la prochaine saison culturelle de l'agglomération. Alors, donc, dans un premier temps, je vais vous parler donc, de la plaquette et de la réalisation et diffusion qui constitue le support de communication culturelle. La plaquette donc, est unique dans le cadre de la saison culturelle 2018-2019. Constitution d'un groupement de commandes. Bon, comme vous le savez, au niveau des spectacles et des projets culturels de la communauté d'agglomération, une plaquette depuis quelques années a été faite. Et vu le résultat qui était absolument intéressant, aussi bien au niveau de la diffusion qu'au niveau d'harmonisation des spectacles, on se propose de prolonger encore une année donc la réalisation de cette plaquette. Elle concerne essentiellement les communes de Damary-les-Lys, Levay-sur-Seine, Melun, Saint-Fargeau-Ponthierry et Volpénil qui ont une saison culturelle. Donc elle a pour but une diminution des crédits, elle fait face à une baisse de fréquentation qui a surtout été accentuée l'année dernière, à un déficit de renouvellement du public et à éviter une certaine concurrence au niveau des lieux de diffusion, puisqu'on pouvait avoir des spectacles qui étaient à des dates un petit peu différentes, qu'on retrouvait dans les différents lieux de diffusion de la communauté d'agglomération. Donc, cette plaquette donc, est financée en partie par la CAP, la communauté d'agglomération de la Val-de-Seine, à hauteur de 57,72%. Pour le reste, le coût est réparti en fonction des 5 communes qui ont une saison culturelle, au prorata de leurs frais lorsqu'elles faisaient leur saison culturelle individuellement, chacune de leur côté. En ce qui concerne Volpénil, ces frais se montent à 4,29% du montant maximum de la réalisation de la plaquette et des différents supports de communication. L'ensemble
de cette somme ne doit pas dépasser 55 900 €. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'agréer donc la convention qui groupe la communauté d'agglomération et les 5 communes qui ont un spectacle d'une saison culturelle. Le tout, effectivement, étant quand même géré par la CAMS. C'est-à-dire que c'est la CAMS qui s'occupera, qui coordonnera ce groupement. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'agréer cette convention. Donc il s'agit bien de 4,29% du montant total vers les 55 000 €. C'est pas 55 000 € qui représenteraient 4%. Sans quoi on n'arriverait plus à respirer. Donc, voilà. Merci M. Henri. Y a-t-il des questions concernant cette convention avec la communauté d'agglomération et nos communes voisines? Il n'y en a pas, donc je mets au point. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Henri Mérignac, vous avez toujours la parole sur les tarifs des spectacles vivants pour la saison 2018-2019. Donc pour la saison culturelle 2018-2019, le tarif de spectacle ne bouge pas, sauf sur un seul point, qui a été nécessité simplement pour harmoniser le prix d'un spectacle qui est commun avec Sénart. Donc ça concerne le catégorie 5, tarif abonnement 12 € et 10 €, donc 10 € différents simplement pour être harmonisé avec le spectacle qui a lieu à Sénart, de façon à ce que le prix Sénart ne soit pas plus élevé que le prix de Volpelli. Donc ce qui vous est proposé, ce sont les mêmes tarifs, sauf sur ce spectacle en particulier. Ce qui vous est proposé, donc, c'est d'agréer ce petit changement de tarif. C'est bien un spectacle Jolin. C'est jeune public, non? Non. C'est un spectacle qui est à Sénart en un peu plus grande représentation et qui est repris par Volpelli dans un format un peu plus petit. Mais du fait que c'est des abonnements, on va avoir le même tarif que Sénart. Parfait, merci M. Mérignac. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Madame Vache, vous avez la parole. Oui, juste, il faudra modifier, après en avoir délibéré, approuver les nouveaux tarifs pour la saison culturelle 2018-2019 et non pas 2017-2018 comme c'était. Juste. Merci pour cette remarque. Votre lecteur attentif? Donc, s'il n'y a pas de questions et d'autres remarques, je mets au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 4 abstentions. Je vous remercie. Monsieur de Mérignac, toujours, pour nous parler donc cette fois-ci du Conservatoire de musique. Alors, nous allons parler de la proposition d'évolution tarifaire pour la rentrée scolaire 2018-2019. Pour la saison dernière, les tarifs concernant le conservatoire n'étaient pas communs entre dans la convention qui unit les 3 conservatoires, c'est-à-dire Melun, Lemay-sur-Seine et Volpelli. De manière un peu exceptionnelle, l'année dernière et un petit peu l'année d'avant, les tarifs avaient divergé et nous n'avions pas trouvé de compromis entre les différents conservatoires pour avoir un tarif harmonisé unique. Ce tarif harmonisé unique devenait très important d'exister puisque des élèves pouvaient s'inscrire à ce moment-là pour un prix différent pour un même instrument, soit à Melun, soit au Mai, soit à Volpelli, et donc ça devenait extrêmement difficile à gérer puisqu'on ne savait pas exactement où allaient les élèves. Grâce à Dieu et grâce à la convention tripartite, cette convention que nous portons à bout de bras depuis des années pour éviter l'éclatement des différents conservatoires. Et cette année, à force de compromis, nous avons pu élaborer une tarification commune dont je vais vous donner un aperçu à travers le forfait, ce qu'on appelle le forfait conservatoire, qui concerne donc un cours instrumental, un cours de formation musicale et un atelier collectif. Donc ce qui vous est proposé, c'est de passer à 345 € pour les conservatoires qui
qui ont les villes conservatoires, à 1 380 € pour l'ensemble des communes de la CAMS et hors CAMS à 1 859 €. Alors pourquoi ces tarifs? Le tarif 345 € correspond à l'évolution très mesurée du tarif de l'année dernière. Le tarif des autres communes de la CAMS correspond à un reste à charge qui est diminué pour les communes, et le tarif hors CAMS se rapproche du reste à charge réel que supportent les communes, sachant que ce reste à charge de 1 859 € est en fin de compte le reste à charge le plus faible des 3 communes, parce qu'on ne peut pas facturer effectivement un tarif supérieur au coût réel des conservatoires. En ce qui concerne, donc je vais faire un petit point en ce qui concerne l'évolution des conservatoires, puisque c'est une histoire qui est compliquée, qui bouge tous les jours pratiquement. Il est certain que cette harmonisation des tarifs va dans le sens d'une mutualisation des conservatoires, c'est-à-dire que ceux-ci mettent en commun des moyens techniques et des moyens humains, de façon à avoir une cohérence sur l'ensemble des 3 conservatoires. Nous avons avancé au niveau pédagogique en créant une convention qui va bientôt être signée entre les 3000 conservatoires pour entériner l'existence d'un orchestre symphonique des 3 conservatoires, qui donc a vocation de tourner sur les 3 conservatoires, et l'harmonie des conservatoires, qui à l'origine était l'harmonie de Volpéville, et qui s'est étendue au niveau des 3 conservatoires. Donc ces 2 orchestres sont un petit peu différents, puisque l'orchestre symphonique est une formation plus étendue au niveau instrumental, et l'orchestre des harmonies est au contraire limité, en particulier au niveau des instruments à cordes. Ils n'ont pas tout à fait la même fonction, mais représentent parfaitement l'engagement collectif des 3 conservatoires dans une pratique instrumentale commune. Et c'est en ce sens-là où c'est une grosse avancée au niveau pédagogique, car ça préserve dans la durée l'existence et l'avancée, le cursus de musiciens du premier cycle vers le deuxième cycle, où après ça devient des amateurs éclairés. Donc ce qui vous est proposé, c'est ce tarif de base qui lui-même peut être modifié en fonction des abattements. Donc ces abattements concernent les disciplines rares qui sont certains instruments, on fait du basson, clavecin, guitare baroque, essentiellement des instruments baroques, mais aussi l'accordéon. Donc les disciplines rares permettent d'avoir une réduction de 20%. D'autres réductions existent au niveau du nombre d'élèves qui participent au conservatoire. Il y a des réductions au niveau familial. Et une modification par rapport à l'année dernière, où les abattements étaient un petit peu disparates, pour différentes raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Là, un seul abattement pour les pratiques orchestrales est institué de 25% pour les élèves qui participent aux orchestres symphoniques et aux orchestres d'harmonie des 3 conservatoires et de l'orchestre de la communauté d'agglomération Val-de-Seine. Sachant qu'au niveau de la communauté d'agglomération Val-de-Seine, il y a peu de musiciens qui sont encore dans les conservatoires. C'est souvent des professionnels. Enfin, il existe aussi un abattement fixe de 30 € pour les élèves inscrits à la fois dans une discipline musicale et dans une discipline chorégraphique, mais ça ne nous concerne pas beaucoup puisque nous n'avons pas de partie chorégraphique dans notre conservatoire. Le cumul des abattements famille et instruments rares peut se faire, mais le tout, effectivement, ne peut pas se faire avec l'abattement orchestre. Au niveau des locations instrumentales, ça ne bouge pas. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'approuver cette grille, sachant donc qu'elle a peu augmenté au niveau du forfait des pratiques instrumentales, mais par rapport aux années précédentes, elle est divisée en 2, à l'intérieur de la communauté d'agglomération et à l'extérieur, de façon à privilégier un petit peu les autres communes de la communauté d'agglomération. Sachant que, c'est comme ça cette année,
L'année prochaine, nous sommes en discussion pour une participation accrue de la communauté d'agglomération dans le cadre d'une mutualisation plus poussée, qui ne sera pas une mutualisation dans le sens d'une délégation des conservatoires au niveau de la communauté, mais une mutualisation plus poussée avec l'aide de la communauté d'agglomération. Ce qui permettrait de diminuer le reste à charge des villes conservatoires, des communes qui ont un conservatoire, de façon à les soulager de cette charge qui est énorme. En ce qui concerne, je vais vous faire juste aussi, parce que c'est important, une petite évaluation des perspectives du conservatoire. L'action de la CAMS pourra se faire à travers le vote d'un fonds de concours qui permettrait de soulager les trésoreries des conservatoires et d'arriver à un reste à charge qui soit beaucoup moins important pour les communes, puisqu'actuellement le reste à charge de la commune est de l'ordre de 83% par rapport à une cotisation complète. Donc on espère de ce point de vue-là que la participation de la communauté d'agglomération va permettre de soulager la trésorerie des communes, des villes conservatoires, de diminuer de ce fait-là la participation, d'éviter d'alourdir la participation des élèves et donc de pérenniser le fonctionnement des conservatoires, aussi bien dans leur projet pédagogique que dans leur fonctionnement financier. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé, c'est assez compliqué, mais c'est une dynamique qui est en route et que nous espérons profitable pour tous les projets, bien sûr des conservatoires, mais aussi en partie, dans le futur, de l'ensemble de l'agglomération. Merci mon cher Henri. Non, je trouve que c'était clair. Je ne sais pas si c'était avec le concours de Dieu. C'était avec ton intelligence et ton énergie. Comment faire un petit commentaire cette fois-ci, peut-être comme vice-président de la culture. Est-ce qu'il y a des questions concernant donc les orientations, les décisions et puis les arbitrages sur nos conservatoires? Vous avez la parole, monsieur le président. En fin de compte, on revient un petit peu en arrière ce qu'il y avait précédemment les années précédentes, ce que nous avions voté en plus. Tout à fait. Voilà, donc c'est du mode que ça revienne dans la bio et que ce soit au milieu des trois conservatoires, c'était ça. À l'époque, nous avons relevé que ce n'était pas une bonne décision que vous aviez prise. Vous revenez à une bonne disposition, pour nous, ça nous satisfait. La suppression des subventions de la part du conservatoire n'a pas été notre fait, puisque jusqu'à 2-3 ans, il y avait encore une subvention de la communauté d'agglomération en direction du conservatoire. Elle a été supprimée il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus très bien, ce qui a provoqué effectivement ensuite une explosion des tarifs, en particulier au niveau du Mets-sur-Seine. Voilà. Non, oui. Merci, c'est encourageant, je ne suis pas là, mais Henri a raison, c'est-à-dire que on est un peu des victimes collatérales. Donc, paradoxalement, j'étais toujours vice-président de la culture, mais j'ai été mis en minorité. La communauté a décidé de se désengager du soutien qu'elle a apporté à l'enseignement de la musique de manière assez radicale. Deuxième élément, c'est que les communes qui n'avaient pas de conservatoire refusaient de participer financièrement. Et donc nous avons dit que nous ne suivions plus pour une raison simple, c'est comment expliquer aux pénivauxois, aux contribuables, qu'ils allaient devoir, et j'ai rien contre les enfants de rebelles, mais qu'ils allaient devoir compenser le désengagement de la commune de Rubel ou de Seine-Port ou d'autres communes. Ça, c'était pas acceptable. D'autant que leur contribution ne couvrait pas, et loin s'en faut, l'effort qui était consenti par les pénivauxois. Donc, la négociation, c'est pas la soirée des compliments, mais Henri Mérignac est pour beaucoup dans l'évolution, je dirais, d'une tension entre conservateurs. J'ai cru même que certains allaient disparaître. C'est qu'en fait, ce que n'a pas dit, si je peux me permettre, Henri, c'est qu'à un moment, il y avait une surenchère, une mise en concurrence entre conservateurs qui conduisait les communes à dire
ok, ça me coûte cher, mais je vais attirer le plus grand nombre d'usagers en cassant un peu les prix. Je ne citerai pas là où les communes, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, puisqu'on est dans cette dynamique, comme le dit Henri, plutôt positive. Et, il y a des choses aussi, je pense qu'avec un des vice-présidents de Melun, nous allons à notre tour, à l'échelle de la communauté, tenter de convaincre les élus de soutenir à nouveau les communes. On sent un effort immense. Enfin, je veux dire, la pratique de la musique, tu l'as dit Henri, c'est un effort très important pour les communes. En précisant une chose, c'est que la réalité des enseignants, elle ne profite pas seulement aux usagers, si je peux me permettre, à ceux qui sont inscrits, c'est que notre école de musique, elle fait des actions dans les écoles. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour justifier pourquoi il y aurait aussi un tel différentiel entre l'usager et le contribuable, c'est que tous les enfants de Vaulx-Pénil, en tout cas dans les écoles élémentaires, à un moment ou un autre, que ce soit à travers la présence des lumistes ou bien de la présence des professeurs de musique, vont à la rencontre des enfants, soit pour les spectacles, soit pour les initiés, soit aussi, parce qu'on est un peu proactif, les inviter à être dans une pratique musicale au sein du conservatoire. Parce que franchement, vous vous souvenez une fois, pour ceux qui étaient là, j'avais fait une fois une interpellation en disant attention, il faut qu'on soit fidèle à notre cinéma parce qu'il est en train de baisser, on a redressé la barre. Il y avait une petite mise en danger de l'école de musique, c'est-à-dire que depuis 4 ans, on perdait 10% chaque année. Et de vous à moi, quand on voit les tarifs qu'on offre, on ne peut pas dire qu'il y avait une barrière financière. Bien sûr, il y en a toujours une, il y a des gens qui sont bien sûr moins fortunés que d'autres, mais en tout cas, si on prend la sociologie de notre ville et le potentiel fiscal, nous faisons partie des écoles de musique qui restent accessibles. Il suffit de faire 50 km et de comparer les prix d'autres communes. On est plutôt de l'ordre de 600 à 1500 euros pour accéder à l'école de musique. Nous, on est entre 300 et 350 euros. C'est tout de même ça la réalité. Bon, après, il y a des abattements. C'est sûr, si on a 2 ou 3 enfants, soudainement, ça devient un budget énorme. Mais on a souhaité, en tout cas la majorité, continuer dans la voie et disposer d'un conservatoire. Et puis, merci Henri d'avoir recréé les conditions du dialogue. Donc, là, je vous rejoins, monsieur le porte-parole, on revient à une position un peu plus raisonnable et avec nos perspectives. Après, obtiendrons-nous ensemble que la communauté s'engage? Nous le saurons au moment où nous allons bâtir le budget 2019. Je ne devrais pas dire cela devant mon adjoint à la culture. Je suis un peu moins optimiste que lui. Mais je mettrai la bataille avec les autres conseillers communautaires qui sont aussi dans cette salle pour tenter de faire bouger les lignes et d'amender le budget de la commune. Voilà, c'est un gros sujet. D'autres remarques, d'autres questions? Bien, mais je propose que nous mettions en voix, et merci Henri pour cette présentation et cette mise en perspective surtout. Enthousiaste. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Soutenues à l'unanimité, je vous remercie. Là aussi, nous allons parler de revalorisation des tarifs des activités périscolaires et extrascolaires, et je donne la parole à Madame Françoise Vétins. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit ce soir de vous proposer une revalorisation des tarifs périscolaires et extrascolaires ainsi que des tarifs de la restauration. Donc il est prévu une hausse de 2% sur l'ensemble des grilles tarifaires pratiquées dans la commune, en sachant que ce serait applicable à partir du 1er septembre 2018. Ça me permet de... Parce que très souvent on est interpellé quand on apporte des indices de 2%, mais un tout petit peu au-dessus de l'inflation, de faire un peu de pédagogie sur la réalité des coûts. J'en prendrai un seul pour expliquer ces 2%. Nous sommes une des rares communes, je le dis ici, à ne pas seulement nous satisfaire, je dirais, d'offrir des repas, je crois, de qualité, on est bien représenté sur les commissions de lieu, les parents d'élèves sont là, mais d'y apporter un supplément d'âme à travers des activités périscolaires. Et je crois de répondre au niveau d'encadrement requis par les textes. Pour vous donner un élément de comparaison de ces 2%, à quoi ça sert? Quand un de nos enfants, ils sont un peu plus de 750, si je ne m'abuse, qui déjeunent pour la restauration scolaire, vous voyez, sur presque 1200 élèves dans les écoles primaires. La moyenne, je pense que donc au ma chère Françoise,
paie entre 2 et 4 euros. Voilà, si je fais une fourchette un peu large, le repas. La réalité du coût pour la commune par repas, c'est un peu plus de 9 euros. C'est 9 euros. Donc c'est de l'argent, parce que c'est une qualité d'encadrement, c'est une qualité de repas aussi. Enfin, des fois les frites sont mal cuites, mais c'est quand même... voilà. Enfin, il ne faut pas se regarder le nombril dans ces génial, mais ça permet de vous faire mesurer que ces 2% couvrent à peine d'abord les hausses quasi mécaniques des contrats que nous scellons avec des prestataires ou bien quand on accompagne les évolutions salariales. Et je dois dire ici, parce que ça a été une des propositions de Madame Baudet, c'est que parmi les perspectives, on l'avait évoqué ici en conseil municipal, et j'avais fait cette proposition qui sera mise en œuvre. Donc c'est un tarif qui va s'appliquer, on va dire septembre 18 jusqu'en juin 19, parce qu'on vote aujourd'hui, c'est pour la prochaine année scolaire, va servir, première étape, à investir dans l'isolation phonique des restaurants. Parce que, pour nous, on parle de chiffres, on travaille en chambre, mais la réalité pour les enfants, pour les personnels qui y travaillent, c'est que, enfin, non, ne venez pas quand vous voulez, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas y accéder. C'est qu'il nous faut, sans que ça soit grave, réduire, je dirais, le bruit ambiant. On a fait un audit, Alain qui avait piloté, et nous avons inscrit au budget cette année de mémoire déjà 15 000 euros, qui était évoqué au budget, pour commencer sur au moins les 2 restaurants. Il y a un prioritairement qui est François Mitterrand, pour commencer les isolations phoniques. Voilà à quoi ça sert, les 2%. Comment ? C'est François Mitterrand ? Ah, c'est Gaston Dumont ? Vous voyez, comme quoi personne ne me tient au courant. J'avais compris que c'était François Mitterrand. Bon, alors autant pour moi, donc ce sera Gaston Dumont, mais on mettra un petit peu à François Mitterrand pour pas que j'ai l'air ridicule. En tout cas, voilà, il y a des systèmes, et nous continuerons l'année prochaine, chaque fois, à créer les conditions d'un peu d'un confort de repas. C'est la caméra ? Ouais. Bon, ben, maman, si tu m'as entendu, j'ai dit une bêtise, voilà, c'est fait. Voilà le sens aussi de ce quoi peut apparaître comme étant encore une augmentation et à quoi elles sont destinées. Entre 2 et 4 euros, et un repas c'est 9. Y a-t-il des questions? Je mets donc en voie cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 4 abstentions. C'est adopté. Je vous remercie. Madame Bétain, vous voudriez un petit peu modifier le règlement de fonctionnement des activités périscolaires municipales. Je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, c'est une revisite un petit peu du règlement de fonctionnement des activités périscolaires municipales enfance-jeunesse. Donc, en ce qui concerne déjà un paragraphe qui était noté dans le règlement de l'année dernière, on mentionnait les nappes. Vous savez, je vous rappelle que les nappes ont disparu cette année, mais on était encore dans l'expectative d'aide éventuelle pour ces nappes, donc on s'était laissé cette latitude au niveau du texte. Donc là, maintenant que nous fonctionnons sur des rythmes revenus à, je dirais, presque à la normale, c'est-à-dire sur 4 jours, nous allons enlever du fonctionnement le texte concernant les nouvelles activités périscolaires telles qu'elles figuraient l'année dernière dans le règlement de fonctionnement. Maintenant, en ce qui concerne l'accueil de loisirs enfants, nous avons ajouté un mot qui a son importance, c'est-à-dire que nous disions dans cet ancien règlement que l'accueil de loisirs enfants s'adresse aux enfants de 3 à 12 ans domiciliés à Volpénil et Livry-sur-Seine. En réalité, ce sont des enfants scolarisés à partir de 3 ans. Et ça a des conséquences si on laisse en l'état. Donc nous allons apporter cette précision. Maintenant, je vais vous lire aussi un autre point, c'est que conformément aux directives de la DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale, pour une première fréquentation, donc ça confirme ce que je vous disais, l'enfant doit être scolarisé, il est donc nécessaire de rajouter cette mention dans le règlement de fonctionnement des activités périscolaires municipales. Et maintenant, un point 2, ça concerne les vêtements et accessoires des enfants. Alors ça peut paraître un petit peu dérisoire, mais quand on voit le tas de vêtements chaque année non réclamés par les parents, là vraiment on tombe dans des façons de faire qui deviennent inacceptables. Donc je pense que ça peut dépanner des associations caritatives
Donc nous avons demandé malgré tout, pour prévenir les parents, nous leur demandons de marquer les enfants au nom de la famille. Oui. Les amis, ça viendra peut-être, ça viendra peut-être. Voilà aussi c'était enregistré. Hein. Oui. Une petite puce peut-être à la naissance, on y arrivera certainement. Bien, excusez-moi, en effet, donc nous demandons aux parents de marquer les vêtements. Et les vêtements qui ne sont pas réclamés seront donc donnés à des associations caritatives. Donc, nous le mentionnons dans le futur règlement. Maintenant, en ce qui concerne l'accueil des loisirs jeunes, les modalités d'inscription aux activités pré-ado et ado, telles qu'énoncées dans le règlement de fonctionnement, nécessitent d'être précisées. En effet, nous demandions aux parents des ados d'inscrire leurs enfants en début de semaine de vacances. C'est-à-dire que c'était un petit peu en fonction des activités qu'on proposait et c'était très difficile à gérer. Donc nous venons à une façon un peu plus ancienne de faire les choses, c'est-à-dire que les activités pré-ado qui se déroulent de 13h30 à 17h30 demanderont l'inscription en amont des vacances proprement dites. Donc pour les petites vacances, ça se fera dans la semaine qui précédera le début de celle-ci. Et pour les grandes vacances, cette inscription se fera dans les 2 semaines précédant les activités des grandes vacances, enfin des vacances estivales. Maintenant, concernant la facturation. Donc, cette facturation de toutes les activités périscolaires a lieu mensuellement à terme échu et était habituellement transmise par voie postale. Nous allons surfer sur la voie du numérique et faire des factures qui seront récupérables par Internet. Donc, on dit dans notre règlement que les factures seront transmises prioritairement par voie électronique. Donc voilà, ce sont les mentions, c'est l'ensemble des mentions, des mises à jour qui seront faites dans le futur règlement de fonctionnement. Merci Madame Zépins. Ah pardon. Ah, il n'y avait pas de question? Non. D'accord. Puisque nous avons retrouvé nos outils, désormais, est-ce qu'il y a des questions, des remarques concernant cette proposition de modification du règlement de fonctionnement? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Les abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Et il appartient désormais à Madame Fournier aussi de nous faire part de quelques modifications du règlement intérieur des crèches collectives, crèches familiales, multi-accueil de la maison d'enfants. Vous avez la parole, Madame Fournier. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais simplement ajouter qu'un bon repas, ça participe à la réussite scolaire aussi. Parce que quand les enfants sont bien pris en charge sur le temps de midi, on peut les récupérer correctement pour apprendre. Et vous en savez quelque chose. Et j'en sais quelque chose. Il s'agit d'actualiser le règlement intérieur des 4 structures d'accueil en modifiant la rubrique concernant le suivi médical et paramédical. Il y a des nouvelles obligations vaccinales pour les jeunes enfants nés en 2018, puisque ces jeunes enfants seront vaccinés contre 11 maladies aux conséquences graves, dont la cirrhose, certains cancers et certaines méningites. Tout à fait. Donc, 11 vaccinations. Il s'agit de préciser donc au règlement intérieur les modalités de la justification de la réalisation de ces obligations pour l'entrée ou le maintien en établissement d'accueil des jeunes enfants. Alors, le décret précise ces points. L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2. Lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis et le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les 3 mois de l'admission conformément au calendrier prévu. Considérant la nécessité d'intégrer ces dispositions au règlement intérieur des structures municipales d'accueil petite enfance, je vous demande l'autorisation de modifier et compléter ainsi les paragraphes des règlements des crèches collectives et familiales, du multi-accueil
concernant le suivi médical et paramédical dans la rubrique les vaccinations. Alors, seront inscrits. Elles doivent être pratiquées dans les délais prévus par la législation en vigueur dans les 18 premiers mois de l'enfant. Conformément à cette législation, la mission de l'enfant en structure d'accueil petite enfance est soumise à la condition de présenter à la directrice le carnet de santé ou, à défaut, tout document produit par un professionnel habilité certifiant que l'enfant est à jour des vaccinations en vigueur. Lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, l'enfant est provisoirement admis. Le maintien de son accueil est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les 3 mois de la mission provisoire conformément au calendrier vaccinal. Toutefois, si les vaccinations obligatoires ne sont pas effectuées ou attestées, le contrat d'accueil de l'enfant concerné sera rompu et l'enfant ne sera plus accueilli. Il est maintenu ceci si l'état de santé de l'enfant contre-indique l'une ou l'autre de ces vaccinations. Un certificat médical doit être fourni à la directrice indiquant la durée de la contre-indication. C'est parfait. Merci Madame Fournier. Y a-t-il des questions concernant cette importante délibération, très importante, sur le règlement de fonctionnement? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Merci Madame Fournier. Y a-t-il des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Prochaine délibération pour moi-même. Alors, vous savez qu'il arrive dans la vie que certains, et nous nous en félicitons, aient des obligations professionnelles qui sont un peu chronophages. C'est arrivé à l'une des meilleures d'entre nous, dirait un homme célèbre, donc en l'espèce Madame Charlène Pélica, qui a tenté de conjuguer une vie active très soutenue et puis des responsabilités où elle représentait la commune. Et donc aujourd'hui, en conscience et de manière très responsable, elle m'a fait savoir qu'elle ne pouvait plus, pour l'autre, et nous souhaitons que ça dure très très longtemps sur le plan professionnel, représenter la ville. C'est tout à son honneur de prévenir plutôt que dans la réputation d'être très présent dans les commissions où ils sont désignés, dans 3 instances que sont l'association de prévention de l'agglomération de Melun, mais aussi au conseil d'administration du lycée Simone Signoret, et au sein du CCAS, donc le Centre communal d'action sociale. Donc, nous prenons acte, triste mais heureux à la fois, et l'objet de cette délibération, eh bien, c'est de proposer de désigner d'autres élus du conseil municipal. La proposition, le compromis que nous sommes arrivés, c'est pour l'association de prévention de l'agglomération de Melun, nous proposions Mme Martine Bachelet, que pour le lycée Simone Signoret, M. Vanslembroek vient représenter le conseil municipal. Et enfin, non pas qu'elle ait moins de temps, mais elle est en uniforme olympique, pour le CCAS, je demanderai là aussi à Mme Bachelet de nous représenter. Tel est l'objet de cette délibération. Y a-t-il d'autres candidats? Car c'est la règle en matière. Les candidatures seront bienvenues. Y a-t-il des questions? Eh bien, je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 4 abstentions. C'est adopté. Je donne avec grand plaisir maintenant la parole à Mme Colette Niec, qui va nous parler de la convention d'objectifs qu'elle a négociée avec l'ASADRM au titre de l'année 2018. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le maire. Alors, je pense qu'ici, tout le monde connaît depuis longtemps certainement le rôle et l'action de l'ASADRM dans la commune, et bien au-delà. Et donc, c'est tout à fait normal que nous ayons à l'ordre du jour à étudier donc la convention d'objectifs qui vient donc aujourd'hui. Et c'est pour cela que je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs pour la dite année. Et je pourrais ajouter que l'ASADRM concerne, pour ce qui est de notre commune, d'une manière générale, entre 60 et 80 pays vauxois. Alors les chiffres peuvent varier d'une manière tout à fait simple. Il y a, j'allais dire, un public qui a l'habitude depuis des années, parfois même depuis de très longues années, de recevoir la visite et les prestations de l'ASADRM. Et puis il y a d'autres publics pour qui cette aide est ponctuelle.
un retour d'hôpital par exemple, ou suite à un accident avec des difficultés à ce niveau-là. Donc ce qui permet de comprendre que le suivi est complexe et qu'il se fait tous les mois au niveau de la commune. Nous recevons donc un document qui permet de suivre avec beaucoup d'attention le travail qui est effectué par cette association qui est tout à fait validée par le conseil départemental, il faut le savoir. Ce n'est pas le cas de toutes les associations d'aide à la personne. Message reçu de préciser donc que la subvention que la ville verse au titre de cette convention objectif, je ne sais pas si vous l'avez précisé, madame. J'ai oublié, c'est 20 000 €. 20 000 €. Voilà. Voilà, merci madame Kieck pour ces précisions. Et ce rappel de contexte, vous avez raison, d'associations qui sont contrôlées et agréées, qui ne se font pas de l'argent sur le dos des autres. Donc c'est aussi le sens de la convention d'objectif que vous avez proposé madame Kieck, c'est de vérifier la réalité aussi des prestations qui sont réalisées. Y a-t-il des questions concernant cette convention d'objectif? Je la mets donc aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité. Merci. Je viens à présent aux dernières délibérations de ce Conseil sur un sujet qui émeut, tant au plan national qu'au plan local, le nombre de nos concitoyens. Je veux bien évidemment parler de l'installation des compteurs communicants, dits compteurs Linky. Nous avons reçu plusieurs interpellations épistolaires, électroniques, et puis nombre d'élus qui sont ici ont souvent été interpellés pour connaître la position de la ville. On en a débattu, il y a eu même, je le dis ici, des points divergents au sein de la majorité. Je veux donner acte et rendre hommage à Didier Herbillard, qui le premier, il y a très longtemps, nous avait interpellé sur l'ensemble des questionnements qui touchaient à ce sujet sur les compteurs dits Linky. Et donc, l'objet de cette intervention, après une réflexion au plan politique, était de soumettre au conseil municipal un vœu qui serait adressé à Enedis, qui fixe un certain nombre d'exigences, mais dans le respect de la loi, en tout cas du cadre européen, qui est une directive, de sa transcription en droit français à travers la loi, et ensuite dans un contexte où la ville, parce que beaucoup de nos concitoyens pensaient que nous étions, certains pensaient qu'ils étaient propriétaires de leurs compteurs. Moi-même, c'est à la faveur de ce débat que j'ai redécouvert un certain nombre de choses. La ville fut un temps propriétaire des compteurs. Elle a ensuite délégué au SDES dont nous avons parlé il y a peu, et qui lui-même applique la loi en confiant à un tiers le soin de développer, en tout cas d'installer ces compteurs. Avant de vous lire ce vœu, je voudrais juste vous dire une position, oui, personnelle, mais que je sais partagée par certains. Il y a plusieurs manières de faire de la politique dans la vie, et plus encore au plan local. Il y a l'agitation, et puis de gagner les faveurs faciles en se prononçant et en considérant qu'il n'y a qu'un faucon, et puis on adopte des délibérations qui satisfont ceux qui ont envie de les entendre, mais dont on sait qu'elles n'ont aucun moyen d'aboutir. Et j'en veux pour preuve, un certain nombre de communes ont délibéré et ont été, à faire apparemment de droit ou d'honneur de leçon, et elles ont été toutes dégoûtées, et toutes le savaient au moment où elles l'ont fait. En revanche, je ne serais injuste en disant que ça ne sert à rien. Ça a une vertu, en tout cas pour ceux qui ont commencé à délibérer ou à poser, c'est de créer un débat public. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'opacité, de méconnaissance, d'inexactitude. Donc, tout en disant, moi je ne fais pas partie de ceux qui mènent un combat dont ils savent qu'ils vont le perdre, mais on mène des combats si on a, l'envie de réellement le mener, et avec le secret espoir que ça puisse faire évoluer le droit, la société, ou plus modestement, d'obtenir, de conquérir des nouveaux droits. C'est le sens de ce vœu sincère.
non pas de juste de s'agiter, mais de tenter de faire bouger les lignes, car, je le dis ici, tous ceux qui s'interrogent, doutent ou sont contre sont légitimes. En tout cas, dans ce pays, dans cette République, la loi s'impose, mais il faut écouter ceux qui s'interrogent. Il faut les écouter. Et c'est au dernier conseil municipal, pour ceux qui étaient là, on a eu un petit débat un peu animé, au bleu, même en fin de séance. Et il a été utile parce que, et ce sera lu dans ce vœu, dans cette interpellation de quelques-uns de nos concitoyens, il a été vertueux au sens où il nous a conduit nous-mêmes à travailler davantage le sujet, mais aussi à demander à l'opérateur, en l'espèce Enedis, de venir répondre à nos concitoyens qui se posaient des questions. Il y a eu une première réunion qui s'est tenue il y a quelques jours. Je voudrais remercier mes collègues élus qui se sont mobilisés pour être là à présenter le conseil municipal. Je crois que c'était passé mercredi dernier. Je crois qu'il y avait Madame Madame Moreau, M. Mérignac, et je crois. Et M. Vincent qui était là. Je voulais vous remercier. Donc, je le fais rarement, mais je vais vous lire donc le vœu que je propose, soumets au conseil municipal, qui était, alors je le dis ici pour le public, enrichi. Je pense notamment à M. Chalot qui a fait un amendement qui a été retenu. Donc le texte que je vais vous lire est le texte de la majorité municipale, quelles que soient ensuite les expressions de sensibilité qui pourront s'exprimer dans notre assemblée. Vœu à l'adresse d'Enedis concernant l'installation des nouveaux compteurs Linky. Le remplacement des compteurs électriques par des modèles communicants, les compteurs Linky, s'inscrit dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée en août 2015 en application de la directive européenne 2009/70 Communauté européenne. À Volpénil, comme dans de nombreuses communes françaises, le déploiement de ces nouveaux compteurs suscite chez certains de nos concitoyens des interrogations, des craintes, voire des refus. Il ne revient pas à la ville de se prononcer sur le bien fondé de ces craintes, ni de prendre position en faveur de ces compteurs ou encore d'en interdire l'installation. C'est la loi. Des communes ont récemment été déboutées devant les tribunaux après qu'elles ont pris des délibérations s'y opposant. Pour rappel, les 10 compteurs sont désormais la propriété du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, le SDESM. Nous considérons en revanche qu'Enedis, en charge du remplacement des compteurs électriques, doit respecter la légitime volonté de chacun en la matière, dès lors qu'il a été clairement explicité aux personnes refusant l'installation du nouveau compteur Linky les conséquences de leur décision, notamment la facturation du relevé du compteur et sa maintenance dans l'avenir. Nous souhaitons pour notre part qu'aucun frais supplémentaire ne soit imposé aux particuliers en raison de leur décision. La ville a pris l'initiative de proposer à Enedis d'organiser une matinée d'information qui s'est tenue donc le mercredi 16 mai en mairie principale afin de répondre, première du genre, aux questions de nos concitoyens. Il appartient également à l'opérateur, comme au pouvoir public, de partager l'ensemble des informations, études, rapports qui ont trait aux éventuelles conséquences sanitaires résultant de l'installation des nouveaux compteurs, mais aussi à l'éventuelle exploitation des données individuelles recueillies. Au regard de ces différents éléments, le conseil municipal de Volpénil, je dis conseil municipal, après chacun s'exprimera, demande donc à Enedis de respecter la volonté des particuliers et que les compteurs soient installés à l'intérieur ou à l'extérieur des propriétés. Telle serait, une fois que nous en aurons débattu et que nous aurons voté, la voie que nous porterons auprès d'Enedis, et si ce vœu est voté, je me propose ensuite d'aller discuter, à minima déjà avec les représentants départementaux et régionaux, de ce que serait la position, dans le cas d'espèce, la première, de la ville sur le sujet. Maintenant, la parole circule, je donne la parole à M. Chalot. Oui, effectivement, c'est un texte qui positionne bien la commune. J'ai trois remarques à faire. Première remarque, c'est que
Aujourd'hui, on parle de Linky, mais l'année prochaine, dans 2 ans, ce sera pour le gaz et Gaspard. Hein. Ça s'appelle Gaspard pour le gaz et Linky pour l'électricité. Et donc, les 2 autres remarques que je voulais faire, c'était d'abord celle-là. L'absence d'un débat public au niveau national, une concertation nationale sur ce compteur, ne permet pas aux citoyens consommateurs d'avoir un avis éclairé sur le fait ou non d'accepter ce type de compteur qui fait intrusion dans la sphère privée des citoyens. Ce qui explique un petit peu le fait que beaucoup de citoyens qui avaient eu un peu l'information avant n'ont pas réagi et que maintenant ils sont très inquiets quand ils voient les compteurs arriver et les installateurs. Autre remarque, ce compteur dit intelligent par les données qu'il collecte représente un véritable mouchard qui va enregistrer les us et coutumes de chacun dans son espace privatif et sera alors facile d'exploiter ces données par le big data, y compris par des gens qui ne veulent pas avoir de téléphone portable, etc., qui sont obligés dans le cadre de ces compteurs Linky. Voilà. Merci, monsieur Chalot. Monsieur le maire. Oui, je vous donne la parole, chère madame. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, déjà bonsoir à tous. Notre groupe prend note de la motion qui nous est proposée ce soir, et qui est certes a été débattue d'ailleurs au sein de la majorité, et motion que nous voterons. Les compteurs Linky nous ont inquiétés et préoccupés dès le début de leur lancement. Dans Reflet d'octobre 2016, nous alertions déjà sur les conséquences de l'installation de ces compteurs dits intelligents sur la population. Ce que nous développions dans notre tribune est encore d'actualité aujourd'hui. Le coût, 5 milliards d'euros environ pour l'ensemble de la France, 128 à 130 euros par compteur, d'une façon ou d'une autre, c'est le consommateur qui paiera. L'impact sur la santé, cette technologie génère des rayonnements classés cancérigènes possibles par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les conséquences sur l'emploi. Plus besoin de personnel pour relever les compteurs, plusieurs milliers d'emplois sont appelés à disparaître. Ce n'est pas ainsi que l'on inversera la courbe du chômage. L'aspect social, les familles les plus en difficulté seront les premières victimes. Coupure à distance et réduction de puissance se feront sans contact humain préalable. L'impact sur les libertés. Les compteurs Linky permettront aux opérateurs de recueillir d'innombrables données sur la vie privée des usagers. Données qui pourront être utilisées à des fins commerciales, mais aussi de surveillance et de remise en cause des libertés. La LDH, la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, s'en est émue. Après la grève des consommateurs, c'est au tour de la Cour des comptes d'épingler les compteurs Linky. Dans un rapport annuel paru le 14 février 2018, elle consacre tout un chapitre aux boîtiers controversés. Si elle salue la modernisation du système de comptage de l'électricité, qui devrait éviter les erreurs de facturation et de connaître sa consommation détaillée, l'institution dénonce un dispositif coûteux pour le consommateur, mais très avantageux pour Enedis. Je ne rentrerai pas dans les détails, et elle demande aussi à Enedis de prendre le temps aussi, lors d'une installation d'un compteur, d'expliquer aux consommateurs, ce qui se fait peu. Il serait donc bon que le gouvernement tienne compte des remarques faites par la Cour des comptes afin de répondre au mieux aux consommateurs. Nous savons bien que ce n'est pas une motion seule qu'il faudra changer la société Enedis, filiale d'EDF. Il faudra beaucoup de travail, de persévérance, de militantisme et d'engagement pour que chacun d'entre nous ait la possibilité de choisir ou de refuser ce type de matériel. Vous pouvez donc compter sur notre groupe. Et il n'y a pas de fatalité. Les riverains d'anciens incinérateurs, qu'ils soient de Vaux-le-Pénil, de Massy ou d'ailleurs, ainsi que la ville de Massy, pensaient-ils qu'ils allaient réussir à faire condamner la CAMS pour mise en danger de la vie d'autrui? Condamnation extrêmement sévère pour la CAMS. C'est la victoire du pot de terre contre le pot de fer. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les compteurs Linky? Merci. Y a-t-il d'autres expressions? Juste, si tu permets, juste une minute. Pardon. Que je puisse prononcer ton nom. Vous avez la parole, monsieur Masson. Merci, monsieur. Moi, je voudrais, si vous le permettez, revenir sur ce qu'a dit Patricia, sur la tarification,
avec les compteurs Linky, on risque de nous imposer une tarification en fonction de la consommation. On va nous dire, en fonction de l'heure de la consommation, pardon, on va nous dire que ça va nous aider à gérer nos coûts d'électricité. Pas sûr. Les périodes les plus chères vont être celles où la consommation électrique est la plus élevée. Prenons l'exemple, le chauffage électrique. Si le chauffage est électrique, les périodes de chauffage vont se trouver en heure pleine. Donc, ça va être le coût du kilowattheure le plus cher de la journée. Les personnes à revenus modestes vont être pénalisées. Et pour certaines d'entre elles, on va se trouver en situation de précarité énergétique. À noter qu'il y a en France 12 millions de personnes qui sont dans ce cas-là. Quant aux autres familles un peu plus aisées, elles ne se soucieront moins des heures creuses et des heures pleines. On va donc développer un service public à plusieurs vitesses. C'est très grave. Excusez-moi. Merci, monsieur Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres interventions? Vous avez la parole, monsieur Patola. En ce qui nous concerne, on va être un peu plus bref. Je ne vois pas pourquoi on jouerait les effarouchés. Le compteur Linky, c'est uniquement un relevé d'informations à la base. Ensuite, je compte quand même vous rappeler que les compteurs d'eau sont dans un système de récupération d'informations, de données, depuis plusieurs années, et puis personne s'en est ému au moment de l'installation des compteurs d'eau. Voilà. Merci monsieur Patola pour votre contribution. Y a-t-il d'autres expressions? Monsieur Arvillard, vous avez la parole. Moi, une dernière nouvelle, la fiabilité des compteurs Linky, c'est pas prouvé qu'on pourra les utiliser pendant 50 ans. Donc, je trouve que ça fait un peu cher pour des compteurs. Il y a des études qui ont été faites. La durée de vie, c'est 7 ans maximum, donc il va falloir les changer dans 7 ans. Les technologies vont être dépassées. Pour moi, c'est les dernières nouvelles à propos de ce compteur. Plus tout le reste que tout le monde connaît. Hein. Je ne vais pas ressortir tout le dossier sur ce changement de compteur. Hein. Merci monsieur Arvillard pour votre... Pardon. Merci monsieur Arvillard pour votre débat. Y a-t-il d'autres sujets? Non? Eh bien, écoutez, dans ce cas, je vais donc au voix le présenter donc, par le groupe majoritaire. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Adopté. Je vous remercie. Alors, nous en arrivons donc au sujet que nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vois juste, il y a un sujet qui est d'une manière récurrente ici au conseil municipal concernant, vous savez, l'installation de bornes électriques pour les véhicules. Donc, un de nos concitoyens qui vient nous voir tous les ans très, très amicalement, il n'est pas là ce soir, mais je vais l'inviter à prendre un café pour qu'on en parle. Juste préciser que nous avons instruit le dossier côté communal. Et c'est vrai que c'est un investissement assez lourd, je ne dis pas qu'il ne sera pas fait, mais qui s'est moins subventionné désormais. Il y a des précurseurs qui ont été bien accompagnés. Mais en gros, sur un espace public, on peut considérer que c'est entre 30 et 50 000 euros d'investissement. C'est quand même une charge lourde. En revanche, la perspective heureuse, c'est la bonne nouvelle du soir. Vous savez que depuis plus de 10 ans, il y avait un contentieux qui bloquait la rénovation d'Intermarché. Donc ça y est, c'est levé, c'est fait. Le chantier de rénovation totale et de tout son environnement va débuter dans les prochains jours, ce qui va permettre, je fais cette petite digression, d'enfin engager la voie de la requalification de l'entrée nord autour de la zone
de la Cheriseraie, qui en a bien besoin. Et d'autres projets sont en discussion. Je pense notamment au site de Citroën, là où il y avait encore des gens de voyage. Et pour une fois, la ville ne compte plus aucune caravane depuis le début du mois, depuis quelques jours, et les départs avaient débuté début mai. La ville a fait ce qu'elle devait faire, de créer des barrières physiques. Elle se fera rembourser à l'euro, je veux le dire ici. Mais je veux saluer les services techniques pour leur diligence, même quelquefois dans les jours hors de semaine, pour travailler. Tout ça pour dire qu'on a pris aussi, en lien avec Intermarché, des dispositions pour très vite fermer l'espace du chantier. Et c'est dans ce contexte qu'en lien avec Intermarché, alors certes, ce sera dans un champ commercial, mais de toute façon l'énergie, il faut la payer à un moment ou à un autre. Il y aura donc une alimentation électrique chez Intermarché qui permettra aux véhicules. Alors, on est en discussion, 1 ou 2 bornes, là les choses sont ouvertes, mais en tout cas, dans le cadre de ce permis de construire, il y aura une première. Et en face, lorsque c'est quasiment conclu, je dois encore passer un coup de fil à des services de l'État qui s'appelle Drieux pour aboutir dans la négociation de la cession du site de Feu Citroën, qui sera bientôt détruit, qui est investi par les gens du voyage. Ça devrait, j'espère, aboutir dans les prochains jours. Donc, le chantier débutera très prochainement. Là aussi, vous savez, il y a une implantation commerciale qui sera, la dernière dans le coin, et qui, là aussi, dans la discussion qu'on va ouvrir, devrait nous permettre aussi d'ouvrir, je dirais, une deuxième borne électrique. Car tout ça est le fruit de discussions aimables. Là, on n'a pas un pouvoir. Donc, c'est un début. C'est pas le parc électrique à Volpénil se développe. Il y a bien sûr notre propre alimentation dans les services techniques. Bon, c'est un début de réponse. Là, nous étions un peu défaillants et sans que l'argent public ne vienne, je dirais, suppléer cette carence, parce qu'à 50 000 €, franchement, pour moi, il y a aujourd'hui, excusez-moi l'expression, d'autres priorités, même si un jour je ne pourrais plus dire ça. Car il faudra qu'il y ait une offre d'alimentation en énergie électrique, parce que c'est, j'espère, l'évolution naturelle de notre société. Avec quels opérateurs, j'en sais rien, puisque certains sont fustigés ce soir. Donc j'espère une offre de service public complémentaire. Voilà, je voulais juste en informer. Et le conseil municipal et les participants à nos travaux de ce soir. Dans la série des remerciements qui font toujours. Y a-t-il d'autres sujets d'intérêt général sur lesquels le conseil municipal fait débat pour évoquer? Donc les remerciements, nous avons reçu un mot très sympathique donc, de la Société protectrice des animaux. Il remercie la ville pour la subvention de 600 € que le conseil municipal lui a accordé. Un petit mot gentil, je ne la citerai pas, parce que, en tout cas, certains se reconnaîtront de la part des riverains de la rue des Acacias, pour le fait que désormais il y a eu bus le dimanche dans Volpénil, mais il y a encore des marges de progrès sur certains créneaux, notamment en semaine, là où c'est le plus utilisé par mes concitoyens. Et enfin, un mot du lycée Simone Signoret, et notamment de l'association sportive qui remercie la ville, pour notre subvention. Je cherche, c'était une longue lettre. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autre sujet, la séance est levée. Je demande à la régie audiovisuelle, et bien, en remerciant Yann de son efficacité et de sa présence. Les débats sont clos pour ce conseil municipal, mais comme c'est